allons passer à l'exposé suivante de Michel Grésille pour nous parler des marguerites. Michel, tu as la parole. Voilà, merci Daniel. Alors je crois que c'est Corinne qui va passer les diapositives, puisque j'avais un souci. Voilà, ben, si vous pouvez mettre la première diapo. Et donc, tant que Corinne nous met la première diapo, voilà, c'est parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, sur la première diapo, effectivement, avec la Bellis perennis, la belle pérenne, la pâquerette, vous l'aurez sans doute reconnue. Donc, je vais demander de passer la diapo suivante. Donc, le plan de ma petite intervention. Donc, pour parler des plantes vivaces, des plantes tendances, je ferai un petit retour en arrière avec un peu d'histoire sur leur diffusion. Je donnerai les plantes vivaces qui donnent envie de jardiner. Je vous parlerai effectivement des marguerites, une forme qui s'impose. Et après, je vous parlerai de quelques marguerites, de quelques-unes d'entre elles. Voilà. Donc, la diapo suivante. Alors, ce petit retour en arrière sur les plantes vivaces, sur leur diffusion. Donc, des années 50 aux années 80, les plantes vivaces sont surtout dans les châteaux, dans les maisons bourgeoises, pour la production de fleurs à couper, et dans les jardins de curés, donc pour la décoration des édifices religieux. Ce qui entraîne leur développement, les grandes floralies internationales, donc en France, donc en 67 à Orléans, au parc de la Source, que vous connaissez, en 69 au parc floral de Vincennes, et ensuite en 71 au Grand Blottereau à Nantes, mettent en avant beaucoup de plantes vivaces, et notamment avec un accent sur leur utilisation pour les rocailles. C'est le développement un peu des plantes vivaces dans les rocailles. Dans cette même période, l'arrivée des cultures, donc cette fois-ci en godet et en conteneur, puisque précédemment on les cultivait en racines nues ou en arachis, et la vente en jardinerie, c'est la naissance des jardineries, permettent leur diffusion. En 1978, Truffaut donc, présente les plantes vivaces en godet, étiquetées individuellement, avec une photo, et qu'elles soient issues de semis ou de boutures, à un prix unique. Et là, ça devient l'engouement pour les plantes vivaces. Des années 80 aux années 2000, la SNHF, où nous sommes aujourd'hui, donc crée une section thématique pour promouvoir les plantes vivaces. Donc, les gammes se développent, un grand nombre de variétés venues du monde entier. Et enfin, dans les années 80, se développent les fêtes des plantes. En 82, la fête internationale des plantes de Schopenwehr, donc en Alsace, et plus près donc de Paris, les journées des plantes de Courson, qui seront suivies en 1984 par les fêtes des plantes de Saint-Jean-de-Bourgard. Et donc, des années 2000 à aujourd'hui, en 2000, le tourisme jardin. L'Ami des jardins édite un numéro spécial qui met en avant les jardins privés, enfin les jardins, parcs et jardins connus, publics, mais beaucoup de jardins privés. Et ces jardins privés présentent beaucoup de plantes vivaces. C'est également en 2003 les rendez-vous jardins, donc organisés par le ministère de la Culture. Et enfin, en 2010, on l'a vu tout à l'heure, la ville de Cherbourg introduit largement les plantes vivaces dans le fleurissement des villes. Et depuis lors aussi, ces dernières années, on a une offre pléthorique maintenant de plantes vivaces en pot, fleuries, en conteneurs fleuris, qui permettent donc de donner tout de suite un effet immédiat et le prêt à planter. Diapo suivante. Donc, un deuxième volet que je voulais, un deuxième retour sur les plantes vivaces et les plantes tendances, c'est qu'elles donnent envie de jardiner. Une gamme, effectivement, inouïe de genres, d'espèces et de variétés. On l'a vu au cours des différentes interventions, puisque nous sommes au troisième webinaire. Aujourd'hui, et ce qu'il faut savoir quand même chez les plantes vivaces, enfin je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est quand même le seul groupe de plantes où on trouve le vrai bleu, et bien entendu, le rouge pivoine, ça vous parle, et on l'a vu tout à l'heure, des feuillages colorés, notamment chez les euchères. Donc, ça donne envie de jardiner. Les plantes vivaces
graphiquement, donc il y a des plantes vivaces donc, à faible végétation, à moyenne végétation, voire haute ou très haute, à plus d'1 mètre. Et elles vous permettent donc un niveau supplémentaire de plantation, donc qui donne des structures du corps à vos massifs, à vos plates-bandes et dans vos bacs, pots et jardinières. Et les plantes vivaces, comme ce sont souvent des cultivars issus de plantes sauvages, elles vous donnent donc cet aspect naturel, une allure champêtre. Autre élément qui donne envie de jardiner et d'utiliser les plantes vivaces, c'est qu'elles sont pérennes, donc on l'a vu, hein, elles reviennent d'une année sur l'autre. Elles sont économiques. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà essayé des échanges de plants, d'éclats, de boutures entre jardiniers. Et bien sûr, on les voit de plus en plus présentes sur les balcons et terrasses. Et je disais, j'écris, elles sont les meilleures compagnes des rosiers puisqu'elles s'associent facilement aux rosiers et ces 10 dernières années, encore plus aussi avec les dahlias, parce que les variétés d'aujourd'hui de dahlias sont beaucoup moins hautes, n'ont plus besoin de tuteurs et sont souvent à fleurs simples. Donc, bonne compagne des dahlias. Et enfin, autre élément à ne pas négliger aujourd'hui, c'est qu'elles apportent le gîte et le couvert aux insectes, aux oiseaux, et donc elles contribuent à maintenir la biodiversité. Vous l'aurez donc compris, depuis le début de ces webinaires sur les plantes vivaces, les essayer, c'est les adopter. Diapo suivante, Corinne. Donc, les marguerites, une forme qui s'impose. Effectivement, aujourd'hui, les jardiniers, surtout les plus jeunes, la forme de la fleur qui les intéresse, c'est la forme de la marguerite. Je ne pense pas que ce soit la ritournelle que vous connaissez, je t'aime un peu beaucoup, etc., qui en est la cause, mais peut-être. La forme de la fleur attire surtout par ce côté, comme j'ai évoqué précédemment, le côté naturel de la fleur, ce côté champêtre et simple, pas chichiteuse. Donc, sous-entendu également une plante facile à cultiver, à entretenir. Alors, ces marguerites, et Dieu sait si elles sont nombreuses, elles appartiennent à une même famille, les Astéracées. Et donc aujourd'hui, cette famille, la plupart d'entre elles sont donc mellifères ou en tout cas attirent les insectes pollinisateurs, les papillons, etc. Donc c'est un autre élément qui fait que le jardinier d'aujourd'hui est sensible à ce genre de plantes. Et donc vous les connaissez, les astéracées ont des petites fleurs minuscules, sessiles, réunies en inflorescence, qu'on appelle le capitule, le fameux fleuron central à rayons de couleur, ou disent souvent au jaune. Et bien sûr, les ligules au pourtour du fleuron. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc la diapo suivante, et là, je vais vous passer en revue quelques marguerites, donc vivaces, et donc de la famille des Astéracées que j'évoquais à l'instant. Donc l'anthémis tinctoria, vous la connaissez, qu'on appelle également la camomille. C'est des petites marguerites jaune vif, c'est la camomille des teinturiers. D'ailleurs, elle doit son nom puisque autrefois, elle était utilisée pour obtenir la teinture jaune. Bon, c'est une plante compacte de végétation basse, souvent utilisée dans les rocailles et qui fleurit de mai à septembre. Diapo suivante. Les astères. Alors, les astères, avant de parler des astères alpinus, les astères, donc ces plantes, sont les reines des marguerites chez les vivaces, puisque grand nombre d'espèces, des espèces infiniment variées, des valeurs sûres, des valeurs ornementales sûres, avec des floraisons selon donc les espèces du printemps à l'automne. Un conseil à propos donc, des astères, de ces reines des marguerites, il est recommandé de les diviser, de diviser les touffes, les souches, tous les 4-5 années. Alors, je vais passer en revue donc, les astères. Donc, la première diapo, là, les astères alpinus. Bon, ben, les astères alpinus, ce sont les astères des Alpes. C'est la reine marguerite des Alpes. C'est ce qu'on appelle les astères nains de printemps. Ils ont une végétation donc basse et vous avez différents coloris qui passent par le blanc, le rose, le violet, enfin, etc. Et donc, avril à juin. Diapo suivante.
là maintenant on parlera des asters amellus. Donc l'astère amellus, c'est intéressant parce que c'est la marguerite de la Saint-Michel, c'est-à-dire la marguerite de fin d'été par excellence. C'est un astère intermédiaire de moyenne végétation et robuste, solide. Et donc là aussi, on trouve différents coloris, le bleu, le rose, le violet. Et donc, comme je le disais, il fleurit en fin d'été à la Saint-Michel. Diapo suivante. Les dumosus. Alors, les dumosus, c'est tout un groupe. Bon, je ne rentrerai pas dans la botanique, mais c'est ce qu'on appelle les marguerites d'automne, donc les nains d'automne. Et comme tous les astères qu'on a pu voir précédemment, ils sont costauds, solides. Bon, les astères dumosus sont de végétation relativement basse. Ah oui, je dois vous préciser, quand je parle de végétation basse, c'est-à-dire des développements inférieurs à 50 cm, quand je vous parlerai de végétation moyenne, c'est de 50 à 80 cm, et quand je vous parlerai de végétation haute, c'est au-delà des 80 cm. Donc, je disais pour nos dumosus, des astères costauds, et donc là, on retrouve effectivement à végétation basse et des bleus, des roses et violets, et ils fleurissent d'août à octobre. Diapo suivante. Oui, ben voilà, c'était d'autres dumosus qui présentent les différents coloris. Donc, diapo suivante, Corinne. Voilà. Alors, deux grands astères donc d'automne, une nouvelle anglier. Bon, ben là, ce sont les astères qu'on appelle de la Nouvelle-Angleterre. Ce sont les grands astères, et là, grand nombre de coloris, et ils fleurissent d'août à septembre. Dans la diapo suivante, nous allons voir un peu leurs cousins, donc les astères Novi-Belgi, qui ont les mêmes conditions de vie, de floraison, et bien sûr avec une grande variété de coloris. On va passer à la diapo suivante. Donc, avec encore une marguerite donc chez les astères, l'astère tongoloensis. Lui, c'est un intermédiaire, il est de végétation moyenne, il fleurit en fin de printemps, c'est-à-dire qu'il relie le printemps aux premières floraisons de juillet-août. Diapo suivante. Alors, après ces reines donc des marguerites qu'on a vues avec les astères, je vous parlerai une marguerite beaucoup moins connue, le Buphthalmum salicifolium, c'est-à-dire l'œil de bœuf, c'est-à-dire une petite marguerite, comme vous le voyez, jaune, sauvage, et qui est très millifère. Elle est originaire des petites montagnes d'Europe, pour nous en France, du Jura. Elle est intéressante pour sa culture en terrain sec. Elle accepte une chaleur caniculaire, et bien sûr, comme toutes ces vivaces, elles sont rustiques, au moins jusqu'à moins 15 degrés sans problème. Diapo suivante. Alors, les marguerites d'automne. Bon, le chrysanthème d'automne, le chrysanthème vivace, ne pas confondre avec le chrysanthème indica. Donc, c'est les marguerites d'automne. C'est une plante de jour court. Et donc, elle a vraiment sa place, cette marguerite, au jardin, à l'automne, puisque les floraisons deviennent de plus en plus rares au jardin. Hein, on a fini l'été. Et ces astères, ces chrysanthèmes, donc ces marguerites d'automne, sont vraiment très florifères, et vous pouvez trouver de nombreux coloris. Ils s'adaptent vraiment à toute exposition, et ils sont très intéressants également comme fleurs à couper. Après, on va passer à la diapo suivante. Donc, les coréopsis. Bon, les coréopsis, c'est l'œil de jeune fille cette fois-ci. Voilà. Bon, ces marguerites, enfin ces coréopsis, ils ont l'avantage d'avoir une floraison vraiment abondante, très longue, et une floraison quand même champêtre, quoique les variétés horticoles de maintenant font moins champêtre. Bon, ces coréopsis, vous avez les grandiflora, donc je vous en présente un là, à fleurs jaunes, mais il existe des grandiflora à fleurs jaunes simples ou à fleurs doubles. Et vous avez donc dans la diapo suivante les verticillata, voyez, où vous avez des hybrides maintenant qui proposent des coloris très originaux, très recherchés, très tendance, donc que recherchent les jardiniers aujourd'hui. Après, on va passer à la diapo suivante avec une autre marguerite qu'on appelle la doronique du Caucase, la doronique orientale. Bon, ben, c'est une jolie petite marguerite jaune,
c'est des touffes denses. Elles forment un coussin de feuillage bas. C'est vraiment des petits coussinets où sortent donc ces petites marguerites jaunes. Elles ont vraiment une allure très champêtre et elles sont attrayantes pour donc la microfaune du jardin, puisque de végétation très basse, ils nichent beaucoup de faune du jardin. Par contre, ces marguerites, par rapport à la plupart d'entre elles, celles-ci demandent un sol vraiment frais. Et bien sûr, elles seront à réserver pour les bordures. Diapo suivante. Alors là, on va retrouver effectivement les nouvelles reines du jardin, puisque je vous parlais que les astères étaient les reines du jardin, les marguerites astères. Là, les echinacées, l'Echinacea purpurea. Donc, cette plante est originaire des États-Unis et elles sont devenues, donc, avec beaucoup de cultivars aujourd'hui, d'hybrides, vraiment les reines du jardin. Elles ont une curiosité, c'est que leur floraison à plat est au-dessus de la plante, enfin, surplombe la plante. Leurs tiges sont vertes, mais souvent teintées de rouge. Alors là, cette fois-ci, nous avons une grande marguerite, puisque c'est des plantes de végétation haute, 1 mètre voire plus, vraiment de plein soleil, mais qui s'adaptent, enfin qui préfèrent d'ailleurs, c'est même pas s'adaptent, qui préfèrent des sols pauvres, voire caillouteux, enfin voilà, je dirais presque des friches. Et ceci, si je disais que toutes ces marguerites, souvent de la famille des de la famille des Astéracées, sont mellifères, celles-ci particulièrement mellifères, en tout cas, attirent énormément les papillons. Et bien sûr, elles produisent des grandes fleurs à couper et permettent de garnir des massifs avec les arbustes. On va passer à la diapositive suivante. Ah ben voilà, alors encore 2 autres photos. Vous voyez bien les fleurs à plat au-dessus du feuillage. Diapo suivante. Alors, une petite marguerite, la pâquerette des murailles, qu'on appelle également la vercherette. Bon, cet hérisson, donc Arvésienscu, c'est vraiment une plante basse, de rocaille, de bordure. Elle est extraordinaire par sa robustesse, sa longue floraison, c'est-à-dire tout l'été. Vous retrouverez dans le document écrit les périodes de floraison pour toutes ces plantes que j'aurais citées, euh, y compris dans une allée de gravier. Enfin, vous pouvez la mettre partout. C'est vraiment la plante de bordure, de rocaille par excellence et extraordinaire par sa floraison. Donc, diapo suivante. Donc, les gaillardes. Alors, les gaillardes nous viennent des États-Unis. Bon, c'est ce qu'on appelle la marguerite à forme de roue. Bon, je pense que vous voyez sur la diapo. Bon, celle-ci, comme la plupart des plantes que nous venons de voir, accepte les sols arides, ensoleillés. C'est vraiment celle-ci, et les jardineries ne s'y trompent pas, c'est vraiment l'incontournable pour les potées fleuries, et notamment sur les terrasses et balcons. Enfin, c'est vraiment l'incontournable des jardins. Diapo suivant. Alors, l'hélénium et l'hélianthus. Alors, l'hélénium, je vous parlerai de l'hélénium d'abord. Bon, là, c'est une plante également robuste, qui est proche effectivement des echinacées qu'on vient de voir, qu'on appelle également l'hélénie. Alors, celle-ci, donc, demande plutôt un sol humide. Mais elle reste indispensable dans les jardins pour son allure, là aussi, champêtre et sauvage. L'hélianthus. Alors, l'hélianthus, tout le monde connaît l'hélianthus, peut-être pas la variété présentée, mais l'hélianthus, il s'agit bien sûr du tournesol. Bon, c'est une plante très grande, très haute, de terrain sec, mais bon, les variétés horticoles de maintenant sont beaucoup plus modérées dans leur végétation. Et puis, vous voyez que les fleurs sont très découpées. On va passer à la diapo suivante. Alors, 2 autres plantes, 2 autres marguerites, l'héliopsis. Bon, l'héliopsis, en réalité, c'est un faux soleil, c'est un faux hélianthus. Il nous vient d'Amérique du Nord et il ressemble également à ce que nous venons de voir. Il est donc proche du tournesol, mais lui, par rapport au tournesol, il apprécie plutôt des terrains frais.
et il reste moins imposant que les tournesols. L'inula. Alors, l'inula ancifolia, je voulais vous présenter cette petite marguerite jaune d'or à cœur donc orangé, parce que c'est une petite marguerite compacte, or on l'a vu, il n'y en a pas beaucoup, et qui forme des touffes denses et donc intéressantes pour les bordures. Comme la plupart de ces marguerites, ils peuvent supporter la sécheresse, mais l'inula uniquement lorsqu'il est bien installé, qu'il est bien implanté. Diapo suivante. Les leucanthèmes. Bon, ben les leucanthèmes, en fin de compte, c'est les marguerites. C'est celles qui sont proches de nos marguerites sauvages et qui ont donné naissance à beaucoup donc, de variétés. C'est donc les marguerites vivaces. Le charme de ces grandes fleurs qui sont donc à l'état sauvage simple, mais il existe des variétés évidemment à fleurs doubles, bon, toujours avec leur cœur jaune, et rappelle la fameuse ritournelle que j'évoquais tout à l'heure, je t'aime un peu beaucoup, etc. Les leucanthèmes, les grandes marguerites, donc demandent une exposition soleil non brûlant et acceptent la mi-ombre. Bon, et là, comme je viens de le dire, il y a des variétés à fleurs simples ou doubles et peuvent être utilisées pour la fleur à couper. Ils ont une cousine que je n'ai pas présentée sous forme de photo, et qui est la Leucanthema, et qui, elle, est très haute, si vous étiez intéressé, puisqu'elle fait au-delà d'1 mètre, voire 1,20 m. C'est vraiment ce qu'on appelle la très grande marguerite d'automne. Alors, celle-ci, par rapport à ses consoeurs, elle ferait en fin d'été, septembre-octobre. Diapo suivante. Une autre cousine, donc la Rhodanthémum, qui, elle, est la marguerite du Maroc, qui est à végétation beaucoup plus moyenne, plus réduite, 60-70 cm. Et c'est uniquement blanc et elle fleurit de juin à septembre. Diapo suivante. Alors, deux autres marguerites aussi. Les Rudbeckia. Alors, les Rudbeckia, à ne pas confondre avec les échinacées qu'on a vues tout à l'heure. Celui-ci, c'est vraiment le Rudbeckia. Et le Rudbeckia, donc souvent, donc, comme je disais, confondu avec l'échinacée, préfère, lui, des sols frais, voire peut-être planté même en bordure de pièces d'eau. Par contre, le Rudbeckia est généreux, très généreux dans sa floraison, puisque une plante adulte bien installée peut produire jusqu'à 80 fleurs, voire plus simultanément. Et je terminerai par donc une autre marguerite, donc on appelle la pyrète, le Thanacetum. Donc là aussi, alors pourquoi j'ai présenté celle-là? Parce qu'elle exige plutôt des sols lourds, des sols argileux, et il est intéressant donc pour la fleur à couper. Voilà quelques marguerites que je souhaitais vous présenter. Il faut savoir que là, je vous ai présenté les marguerites donc vivaces, mais que pour compléter ce panorama avec les plantes vivaces, vous en utilisez beaucoup, qui sont très appréciées des jardiniers aujourd'hui et très recherchées. Donc, en fleurissement annuel, ce qu'on appelle les anthémis, les marguerites des Canaries, les soucis de jardin, la marguerite du Cap, vous voyez, l'Oriops, la marguerite des savanes, le gazania, enfin beaucoup d'autres. Je ne vais pas me mettre à vous les citer toutes, mais que vous trouverez très prochainement dans vos jardineries. Diapo suivante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et diapo suivante. Voilà, pour ne rien manquer de l'actualité, une page de pub pour la Société nationale d'horticulture de France. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Et je m'aperçois que j'ai été dans les 20 minutes. Voilà, merci Daniel. Mais c'est très bien, je te remercie Michel pour cet exposé qui a suscité quelques questions, mais des questions qui sont d'ordre très pratique, où on demande, plusieurs personnes demandent le lien exact pour arriver au texte des webinaires. Alors, j'y suis allé assez facilement, je ne me rappelle plus, mais je pense que il y a une rubrique webinaire sur le site de la SNHF
snhf.org et où on accède à tous les webinaires et à celui-là en particulier. Et oui, et la chaîne YouTube, mais Corinne va répondre, je pense. Il y a la chaîne YouTube également, où vous pouvez revoir le webinaire sur YouTube. Yvette, tu peux peut-être donner les informations? Oui, c'est un peu tôt. Ils seront sur la chaîne YouTube d'ici une semaine à 15 jours. Mais beaucoup de personnes demandent le lien pour avoir les textes de ces 3 webinaires. Je ne sais pas, il faut demander à Corinne si elle a pu les mettre parce qu'elle avait une difficulté pour compresser le dossier, je crois. Corinne, oui. Ils sont bien en ligne, ils sont sur la page des webinaires des plantes vivaces. C'est juste en dessous de la fiche, il y a un bouton violet où c'est marqué télécharger les résumés. Voilà. D'accord. Oui. C'est là que je l'ai eu, mais je n'avais plus le chemin en tête. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Merci, oui, parce que c'est demandé, apparemment, tout le monde le demande à plusieurs reprises, hein, et on comprend pourquoi, évidemment. Question plus technique maintenant. Les marguerites vivaces se divisent-elles? Ah oui, tout à fait. Oui, toutes celles que j'ai citées, oui, vous pouvez les reproduire par éclat, par donc division. Oui, voilà. Enfin, ça peut être par bouture aussi. Oui. Ça peut être par bouture et par semis. Mais pour répondre à la question, par éclat, oui, les marguerites en question, je ne crois pas qu'il y ait d'exception dans toutes celles que j'ai citées. Oui, par éclat. D'où l'échange, le partage entre jardiniers, entre voisins. Donc, je réponds positivement, oui. Très bien. J'avais moi une petite question. Tout à l'heure, tu nous as montré des coréopsis. Alors, les coréopsis grandiflora jaunes, oui, bien sûr. Il me semble qu'il y en avait un aussi, coréopsis pourpre, mais je n'ai pas eu le temps de noter le nom. Il y avait un pourpre, c'est bien ça que tu nous as montré? Ah, je n'ai pas présenté de coréopsis pourpre, mais il en existe un. Il y a un cultivar pourpre, tout à fait. Il y avait une autre couleur que jaune que tu as montré. Qu'est-ce que c'était? Ah, ben, je ne sais plus, il faudrait revoir. Il me semble que c'était pourpre, enfin, peu importe. Bon. Très bien. Dans la discussion, félicitations. Il y a quelqu'un qui fait un petit humour. C'est dur de gratter comme à l'école. Ben oui, on est là pour travailler, n'est-ce pas? Mais avec plaisir. Et des remerciements hein, sur le chapitre des discussions. Beaucoup de remerciements aux orateurs. Question technique. Ah, je n'ai pas noté le nom latin de Buffalmum, l'œil de bœuf. Buphtalmum, œil de bœuf. Buphtalmum, oui, je peux leur donner l'orthographe. B-U-P-H, c'est ça? Alors que je vais le reprendre pour être sûr, pour ne pas faire de faute. Je reprends mon document. Parce que quand on appelle les choses, alors B-U-P-H-T-A-L-M-U-M. Et donc salicifolium, qui veut dire à feuille de saule, et qu'on appelle en nom français, enfin vernaculaire, œil de bœuf. Oui, donc. C'est une plante effectivement pas très connue, mais qui est relativement intéressante. Enfin, je dirais même que c'est une des marguerites intéressantes à faire connaître. Voilà. Alors, il y a une personne qui dit avoir bien trouvé le résumé PDF, le document PDF de 36 pages. Oui, c'est bien ça, il fait 36 pages. C'est bien fait d'ailleurs, merci à la SNHF. Mais il n'y a pas le document individuel des différents intervenants. Non, ça, ce sont les PowerPoint. Donc, éventuellement, plus tard, en fonction de ce que autoriseront les conférenciers. Voilà. Quel est le nom du leucanthemum qui fleurit septembre-octobre, non montré en photo? Ah oui, alors j'ai parlé effectivement de. Alors, je vais vous l'épeler. Effectivement, c'est Leucanthelma. Alors, Leucanthem-E-2-L-A. Donc, c'est une cousine, effectivement, des marguerites vivaces que l'on connaît bien, des marguerites sauvages que l'on connaît bien, mais qui est vraiment une très grande marguerite d'automne, donc en septembre-octobre. Et comme je le disais tout à l'heure, 1 mètre, enfin, voire 1,20 m, enfin, vraiment, la très grande marguerite. Donc, voilà.
Bien. Alors, la même personne qui tout à l'heure avait un balcon brûlant, ben, elle a toujours son balcon brûlant et elle demande si on peut y mettre des marguerites. Ah ben, les marguerites, oui, il y en a qui, je vous l'ai dit, la plupart d'entre elles quand même tiennent bien au soleil et résistent à la sécheresse. C'est l'intérêt. Et d'ailleurs, pourquoi la forme de la fleur, mais en dehors de ça, les marguerites intéressent bon nombre de jardiniers aujourd'hui. Ben, c'est pour justement ces cultures en pot, en bac, et puis qui limitent les arrosages, voire peuvent en dispenser. Mais j'attire quand même j'insiste quand même, comme le disait Elise tout à l'heure, faut quand même à la plantation et attendre un petit peu que les plantes s'installent avant de les laisser quand même sans eau, quoi. Voilà. Voilà. Un minimum. C'est un minimum, c'est l'installation quand même de la plante. Hein. C'est un minimum. Et Lise l'a très bien expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours en ligne, mais elle a très bien expliqué tout à l'heure. Et ce qu'elle disait est valable pour les plantes en général, pour nos plantations en général, et notamment en pot et en bac. Alors, notre demandeuse est rassurée apparemment. Bon. Donc, des remerciements et on nous encourage à faire d'autres webinaires. Bien, je dirais que c'est presque un retour à Yvette et à nous qui faisons partie du conseil scientifique. Oui, on continue à faire des webinaires et nous savons qu'ils sont appréciés parce qu'il y a beaucoup de visions, notamment sur YouTube. Les webinaires sont vus en direct, mais ils sont revus ensuite ou vus par d'autres personnes sur YouTube. Je crois avoir épuisé toutes les questions qu'il y avait en ligne, à moins qu'il y en ait encore sur les questions sur la partie discussion. Je me passionne pour les sauges, j'espère pouvoir agrandir mes variétés dans le jardin, très bien. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne trouve pas sur Internet les pépinières, le pépiniériste en Île-de-France qui pouvait donner des... c'était une demande, je pense, pour les sauges tout à l'heure, ça. Hein. Bon, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais je pense qu'il y a des sites de vente en ligne qui doivent en avoir aussi. Bien, voilà, nous avons épuisé toutes les questions et donc je vais